David Monsuret, vous êtes chef des finances chez Dialogue, une organisation technologique de télémédecine grandement populaire partout au Canada. Vous êtes arrivé dans l'organisation en 2019 lorsque cette dernière faisait 10 millions de revenus à l'année et 5 ans plus tard, c'est plus de 120 millions de revenus annualisés que Dialogue génère. David Monsuret, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de participer à ce podcast. Plaisir partagé. Très heureux de discuter avec vous, Navid, aujourd'hui. Et peut-être avant de parler, de rentrer directement dans notre entretien, est-ce que ce serait possible pour toi de nous dire concrètement qu'est-ce que fait Dialogue au quotidien avec ses clients? Alors, Dialogue est une compagnie de télémédecine avec une plateforme de santé intégrée auquel plus de 6 millions de Canadiens maintenant ont accès, ce qui représente environ 15% de la population canadienne. Notre modèle d'affaires, c'est vraiment inter-entreprise ou B2B, et c'est important pour nous que le patient ne paye jamais pour nos services et que nous ne chargeons pas le gouvernement non plus. Alors, le service est payé à travers les avantages sociaux offerts par les employeurs. Et maintenant, environ 50 000 entreprises partout au Canada offrent notre service, ainsi que les plus grosses assureurs au Canada comme la Sun Life et Canada Vie. Wow, c'est fantastique et je peux le dire haut et fort, on est des clients chez G7, des très bons services de Dialogue, donc une entreprise clairement que je recommande. Mais bon, Navid, peut-être avant de parler de Dialogue, on pourrait parler un petit peu de ta carrière qui est assez intéressante. Vous avez occupé des très gros postes dans des grandes organisations avant de rejoindre Dialogue, une organisation, Dialogue que, comme je l'ai mentionné plus tôt, vous avez rejoint en 2019. Donc, pour mettre un peu de contexte aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, vice-président des partenariats chez Rogers avant de devenir chef des finances de Juste pour rire de 2016 à 2019. Je serais curieux, Navid, qu'est-ce que vous avez appris dans ces entreprises, Rogers, Juste pour rire? Qu'est-ce que vous avez appris qui vous a préparé à vraiment bien faire votre travail chez Dialogue? Comme vous avez mentionné, j'ai passé à peu près 20 ans dans de différents environnements de grandeur d'entreprise et de fonctions. Pendant ma carrière, j'ai quitté la finance à plusieurs reprises pour m'impliquer dans d'autres fonctions comme le marketing, les opérations, services à la clientèle, même la programmation sportive chez Sportsnet. Dans ces rôles-là, j'ai acquis une appréciation très différente des opérations en comprenant les défis uniques auxquels mes partenaires d'affaires sont confrontés et me permettaient de mieux les résoudre. Par exemple, quand j'étais chez Bell, même avant Rogers, j'étais responsable d'un projet d'expérience client. Et pour moi, c'était important de comprendre le parcours de clients à travers leur histoire. Et maintenant, une expérience comme ça m'amène à comprendre mieux l'importance d'investir chez Dialogue dans l'expérience des membres de Dialogue. Alors, pour moi, d'avoir une opportunité et de l'expérience dans de petites et grandes entreprises, petites entreprises comme Juste pour rire, en opération, en finance, m'a bien équipé pour aider Dialogue à accomplir sa mission, qui est d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Alors, j'ai acquis l'expérience dont Dialogue avait besoin pour s'adapter à sa croissance rapide. Ouais, croissance rapide et on va en parler parce que je le dis tout de suite aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est une histoire assez intéressante, fascinante, celle de Dialogue entre sa croissance, son émission publique, son rachat par Sun Life, plusieurs points qu'on va discuter ensemble aujourd'hui où est-ce que Navid a été très important, on pourrait dire, derrière toutes ces opérations-là. Donc, on va y venir. Fin 2019, au mois de novembre plus précisément, que vous rejoignez l'entreprise Dialogue ici. Curieux de savoir comment ça s'est mis en place. Est-ce que l'ambition ou l'envie de rejoindre l'entreprise venait de toi? Est-ce que c'est des chasseurs de tête qui sont venus te voir? Est-ce que peut-être même c'est Dialogue avec son comité de direction qui sont venus cogner à ta porte pour t'avoir dans l'organisation? Alors oui, Dialogue a complété la série B de son rôle d'investissement en juillet 2019. Et les investisseurs qui incluaient le Caisse de dépôt et les autres cherchaient quelqu'un
avec beaucoup d'expérience en gestion de finances. Alors, c'est actuellement Sherif, notre PDG, qui m'avait contacté sur LinkedIn. Et pour moi, une compagnie comme Dialogue, avec une croissance très rapide, pour moi, c'était très, très excitant. Et pendant la période de août 2019 jusqu'à novembre, j'ai rencontré des nombreuses personnes à travers l'entreprise. J'étais très enthousiaste quant aux perspectives d'avenir de la compagnie et la mission et de la compagnie et la contribution de l'entreprise à l'amélioration du système de santé publique. Alors, c'était la mission de la compagnie, la qualité de personnes que j'ai rencontrées, le calibre des talents et de la culture de l'entreprise, et un environnement très dynamique et très rapide. Alors pour moi, c'était une occasion unique pour ma carrière d'avoir l'opportunité et j'étais chanceux que, que Dialogue et le conseil d'administration m'a choisi pour joindre l'équipe. Puis c'est une entreprise totalement différente de ce que vous aviez fait dans le passé. Vous étiez dans des organisations un petit peu plus, on pourrait dire, corporatives, de peut-être plus de sophistication, plus grande envergure. Là, ici, quand vous arrivez, vous êtes davantage dans une start-up, littéralement. Là. C'est des choses que vous aviez peut-être fait un peu moins dans le passé. Ah oui, alors dans des grandes entreprises comme Rogers et Bell, c'est une culture très très différente. Mais j'ai aussi eu l'opportunité comme vous avez mentionné, de 3 ans de travailler avec une équipe plus petite et plus entrepreneuriale chez Juste pour rire. Alors j'ai eu les deux expériences. Alors une expérience très très formelle avec des systèmes de finances assez compliqués en entreprise beaucoup plus petit. Alors, j'avais les deux côtés d'expérience et c'était quelque chose que Dialogue avait besoin. Alors, quelqu'un euh, qui peut amener des systèmes et d'efficacité, mais aussi quelqu'un qui peut travailler dans un environnement plus entrepreneurial. Et là, ce qui est assez intéressant, je dirais, à décortiquer, c'est un petit peu toute cette dynamique financière qui s'est mise en place avec Dialogue. Donc, pour situer un peu notre audience, aujourd'hui, je le répète, vous arrivez dans l'organisation en novembre 2019. L'organisation fait une émission publique en 2021. Ma question pour vous, Navid, est-ce qu'à la base, quand on est venu vous chercher, on vous a dit clairement, écoutez, on est en train de croître rapidement, on a une ambition d'ici les 12, 24, 36 prochains mois à devenir une organisation publique. Est-ce que ça faisait partie d'un mandat initial? Est-ce que ça avait été mis clair avec toi? Non, absolument pas. Actuellement, pendant mes entrevues, j'ai posé la question au shérif et au conseil d'administration. Et dans ce temps-là, Dialogue était une compagnie d'environ 10 millions de chiffre d'affaires. Et j'ai posé la question, c'est quoi le exit plan ou est-ce qu'il y a un plan de rentrer en bourse? Et ils m'ont dit honnêtement que peut-être pas dans les 5 prochaines années, mais après 5 ans, on va voir. Alors, c'était vraiment le focus était de continuer la croissance et scaler le business. Mais 3 mois après j'ai commencé, la pandémie est devenue une réalité. Et pour une compagnie qui a déjà une croissance de 3x, 2x à 3x chaque année, la pandémie a accéléré même plus la croissance de la compagnie. J'imagine. Alors, pendant 2020, pendant la pandémie, on a signé notre partenariat avec Sun Life et beaucoup de choses ont changé. Et notre conseil a réalisé que la fenêtre d'entrée en bourse au Canada s'ouvre pour une courte période de temps. Et en fin 2020, début 2021, c'était ouvert et notre conseil a pris la décision qu'on va prendre l'opportunité et ils ont décidé à ce moment, en fin 2020, je pense que c'était le 4 janvier 2021 qu'on va entrer en bourse après plusieurs discussions entre management et le conseil entre Noël et jour de l'an. Alors, c'était vraiment pas le plan quand j'ai joindre, mais c'était quelque chose qui a changé rapidement après j'ai commencé, mais comme Dialogue a fait pendant son existence, on a adapté et on a réussi. Intéressant. Bon, 2021, janvier 2021, l'entrée en bourse. On est dans un environnement totalement différent que
l'environnement qu'on vit maintenant, soyons honnêtes. Il y a énormément d'argent dans le marché. Il y a des stimuli qui est injecté continuellement par le gouvernement pour garder une économie en vie par peur que le COVID fasse en sorte que l'économie canadienne, québécoise et même mondiale s'effondre. Donc, on est dans un environnement très différent. Les taux d'intérêt sont à 0%. Bref, c'est la croissance à tout prix. Les investisseurs veulent aller chercher des parts de marché. Ma question pour vous, Navid, avec cette dynamique dans le marché en 2021, quelles sont les consignes qui sont données à un conseil d'administration? Quelles sont les consignes qui sont données à des gens qui sont en charge de gros départements, surtout au niveau des finances? À quelle vitesse qu'on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les métriques qu'on peut atteindre? Je serais curieux de t'entendre ici. Un petit peu plus tard, on parlera de la dynamique de 2024. Première chose que je veux dire que l'entrée en bourse de 2021, c'est pour une professionnelle de la finance, c'est un rêve, c'est une occasion unique et je suis particulièrement fier que Dialogue m'a donné cette opportunité. Et ce, on est entré en bourse, de la décision d'entrer en bourse, c'est un temps record de 77 jours. Ce qui est important dans ce temps-là, comme vous avez dit, c'était la croissance à tout prix. C'est les investisseurs valorisaient les compagnies qui ont une croissance de top line et la rentabilité n'était pas importante. Mais pour moi, comme un professionnel de finance, c'était important de s'assurer que le modèle d'affaires dans le long terme était rentable, était viable. Alors, pour moi, c'était important de m'assurer que l'équipe était bien équipée. Et mon rôle, c'était d'aider l'entreprise à passer d'une croissance à tout prix à une croissance plus saine et plus rentable. Pour pas minimiser ou réduire la croissance, mais de s'assurer que la croissance est rentable dans le long terme. Et se concentrant sur le retour sur investissement et l'établissement de priorités. Alors, pour n'importe quelle entreprise, c'est une transition normale, mais c'est quand même difficile à gérer et à communiquer. Alors, les deux choses en même temps, la croissance rapide est très important pour nos investisseurs, mais nous avons dû trouver un équilibre optimal entre ça et la rentabilité. Et au moment du IPO, nous sommes, moi et Thierry, quand on a présenté aux investisseurs, nous nous sommes engagés de devenir profitable avant la fin 2023. Nous avons continué à nous efforcer d'atteindre cet objectif en veillant à maximiser la croissance, tout en mettant l'accent sur une croissance rentable afin de respecter nos engagements envers nos investisseurs. Et nous sommes fiers de dire que nous avons atteint la rentabilité au troisième trimestre de 2023. Alors, je veux dire que la croissance est importante, mais c'est aussi important de démontrer que le modèle d'affaires est rentable à long terme, ce que nous avons accompli l'année passée. Oui, effectivement, parce qu'on le voit en ce moment, la dynamique a totalement changé. Mais bon, j'aimerais revenir un peu à la croissance. Vous avez passé de 100 à 120 millions de revenus. Je peux comprendre que la COVID vous aide. Je peux comprendre qu'il y a des facteurs qui peuvent aider à l'accélération de tout ça. Mais au final, comment le produit s'est fait découvrir? Quels ont été les mécanismes, les techniques, les tactiques qui ont été mises en place pour faire en sorte que Dialogue soit découvert par le maximum d'organisations possibles? Oui, alors le marché de soins virtuels au Canada n'existait pas avant que Dialogue ne commence. Alors, Dialogue a commencé en 2016 et lancé dans le marché, je pense que c'était le début 2017. Nous avons rapidement réalisé, et quand je dis nous, j'étais pas là, nos fondateurs, ils ont rapidement réalisé que les employeurs ont besoin d'investir dans le bien-être et de rendre les soins de santé plus accessibles à leurs employés parce qu'il y avait une perte de productivité, il y a beaucoup d'absence à cause des maladies, soit en attendre pour un rendez-vous dans le système public ou attendre dans une salle d'urgence ou dans une clinique ou à prendre des congés parce que soit l'employé ne se sent pas bien ou les enfants ou le conjoint. Alors, c'est à répondre aux besoins des employeurs en investissant dans la santé et le bien-être. Alors, Dialogue va rentrer sur le marché avec son premier service, c'est la santé primaire, dans un modèle B2B.
Et dans ce temps-là, certaines de nos concurrents ont lancé avec un modèle B2C. Mais après, ils ont vu le succès de Dialogue. Ils ont pivoté vers le B2B aussi, ce qui est une autre preuve que notre modèle fonctionne bien. Et au fil du temps, de plus en plus d'employeurs ont compris qu'il s'agissait d'un investissement rentable. Alors ça c'est un facteur, c'est un marché en pleine croissance maintenant. Mais aussi, depuis nos débuts, Dialogue cherche comment innover dans le domaine de la santé et de bien-être. Et dans les 4-5 dernières années, nous avons lancé des autres services qui créent notre plateforme de santé intégrée. Par exemple, en 2019, nous avons ajouté notre deuxième service, la santé mentale. Et en 2020, nous avons lancé un programme d'aide aux employés ou PAE en 2020. Alors, nous voyons qu'un modèle virtuel fonctionne et baisse les barrières d'accès aux services de santé. Aujourd'hui, le taux de problèmes de santé mentale est 25% plus élevé qu'avant la pandémie. Il y a aussi de plus en plus d'attentes envers les employeurs de fournir le soutien en matière de bien-être. Et c'est ça qui rend le rôle de Dialogue important, avec maintenant plus de 50 000 entreprises offrant nos services à 6 millions de Canadiens. Nous voyons aussi l'impact des programmes de santé mentale ou programmes d'aide aux employés qui réduisent les arrêts de travail et l'absentéisme. Alors, les employeurs reconnaissent le retour sur investissement. Et ce sont quelques facteurs qui aident la croissance. Alors, c'est les besoins de marché et les nouveaux services sont vraiment le moteur de notre croissance. Mais la croissance ne serait pas possible sans l'incroyable équipe et la culture d'entreprise axée sur l'innovation. Alors, nous sommes fiers de cette croissance, mais aussi de la rendre rentable au même temps. Oui, parce qu'effectivement, juste pour que les gens soient capables de se situer ici, on parle d'une entreprise Dialogue qui offre la possibilité en l'espace de quelques minutes, quelques heures même, de parler avec un professionnel de la santé pour des coûts pour une organisation qui sont excessivement absorbables pour n'importe quel type d'organisation, petite ou grande ou moyenne. Donc, c'est assez exceptionnel ce que vous avez été capable de mettre ensemble, de travailler au niveau logistique pour faire en sorte de trouver un équilibre économique à tout ça. Je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Et bon, une technologie mixée avec une réalité de télémédecine comme vous avez en tant qu'entreprise, ça prend du financement, ça prend des partenaires externes. Donc, un petit peu d'informations pour les gens qui nous écoutent. Vous parliez de 2020 quand vous aviez fait une ronde de financement. Je pense, et corrigez-moi si je me trompe, que Sun Life, à ce moment, devient actionnaire le plus important, je dirais, de l'entreprise. Je serais curieux qu'on décortique un petit peu le cas Sun Life parce que pour les gens qui ne le savent pas, Sun Life a acheté entièrement l'organisation Dialogue le 3 octobre 2023, donc environ 6 mois de ça maintenant. Mais on pourrait dire que votre partenariat a commencé bien avant, en 2020 plus précisément. Quelques questions ici. Comment le partenariat a commencé à se dessiner avec Sun Life parce que vous étiez dans l'entreprise quand ça a débuté? Et par la suite, qu'est-ce qui a amené les deux parties à finalement prendre la décision qu'une acquisition complète était la voie à prendre pour l'entreprise? Oui, j'ai des belles histoires ici. Alors, en mars 2020, comme vous savez, la pandémie a frappé. Sun Life a également été une entreprise tenant dans leur mission d'aider les Canadiens et a voulu s'engager pour ses membres. Alors, Sun Life nous a pris contact avec Dialogue en mars 2020 afin de proposer une solution pour leurs membres. Et dans 2 semaines, nous avons élaboré une proposition qui répondait à leurs besoins. Et on a eu une entente signée dans la première semaine d'avril. Alors, tout s'est passé dans une période de 2 à 3 semaines. Qu'est-ce qu'on a réalisé, c'est que les missions de Sun Life et de Dialogue ont toujours été très similaires. Ils étaient intéressés par notre modèle intégré gardant le patient très central et entouré d'une équipe multidisciplinaire. Alors, après la signature de l'entente, on a embarqué de plus de 5 millions de membres de Sun Life dans quelques semaines, ce qui signifie pour nous
une embauche de tous les employés nécessaires, incluant les médecins, les infirmières, les praticiens en l'espace de quelques semaines. Et c'était tout un travail. Pour mettre ça en perspective, avant d'embarquer les 5 millions de membres de Sun Life, Dialogue avait 300 000 membres. Alors, 5 millions, c'était un chiffre énorme. Mais comme j'ai dit, les cultures et les valeurs des deux organisations ont été alignées. Et c'était le début d'une entente commerciale entre ces deux entreprises. Mais dans ce temps-là, Sun Life a aussi décidé qu'il veut devenir un investisseur dans l'entreprise. Et on a signé une autre entente séparée, mais avec cette deuxième entente, ils ont devenu actionnaires principaux avec 15% des actions de la compagnie. Et au cours des 2 dernières années, les deux équipes ont travaillé en étroite collaboration sur des objectifs communs. Et nous avons réalisé que les cultures et les valeurs étaient très proches les unes des autres. Alors, en fin 2022, lorsque notre conseil d'administration a décidé de chercher des acquéreurs potentiels, Sun Life était intéressé naturellement. Et par chance, c'est finalement Sun Life qui a racheté 100% de l'entreprise. Pour Dialogue, c'était important de conserver son esprit d'entreprise. Et ce que Sun Life a réalisé aussi, a accepté. Et la mission de Dialogue est de servir tous les Canadiens et sans se limiter à la clientèle de Sun Life. Mais pour Sun Life ainsi que Dialogue, la santé est très importante. Et maintenant, avec l'achat de Dialogue, ça permet Sun Life de se lancer dans la fourniture de soins de santé et pas juste le paiement de soins de santé. Alors, c'était vraiment un mariage qui fonctionne pour les deux équipes et les deux entreprises. Et c'est rendu possible parce qu'une des raisons principales, c'est que la mission et les valeurs des deux organisations ont été très alignées. Donc, c'est vraiment intéressant ici. C'est-à-dire que les investissements préalables que Sun Life ont fait n'ont pas simplement été de l'injection de capital, mais de l'injection d'une base de clients littéralement à l'entreprise. Ça faisait partie un petit peu de la négociation, tout ça? Oui, alors les négociations ont commencé au niveau commercial pour offrir le service de Dialogue aux clients de Sun Life, mais ils ont évalué à un investissement de Sun Life dans la compagnie aussi. Alors, c'était pas à l'envers, c'était commencé avec une discussion commerciale et l'investissement a suivi. Et sous-question ici, simplement parce que je suis curieux, Navid, est-ce que quand ces services-là par les gros joueurs d'assurance comme Sun Life sont offerts aux clients, est-ce que les services sont offerts au nom de Dialogue ou de Sun Life et vous faites davantage de travail technologique derrière, de logistique avec les différents professionnels de la santé? Mais ce qu'on pourrait littéralement appeler un petit peu un travail de marque blanche. Comment ça se mettait en place, tout ça? Alors, c'est la technologie Dialogue, c'est les praticiens de Dialogue qui offrent le service aux clients de Sun Life. Alors, mais comme vous avez marqué, c'est un white label. Le service de Sun Life s'appelle Lumino Virtual Healthcare, mais c'est powered by Dialogue. La même chose avec Canada Life. Le service s'appelle Consult Plus, mais encore, c'est offert par Dialogue. Alors, les trois services et la technologie derrière les trois sont les mêmes. C'est juste la marque qui est différente, mais aux bases, c'est le même service. Excessivement intéressant. Et ça doit être une ligne d'affaires dont fonctionnelle pour vous d'aller travailler avec des grands groupes qui ont des grandes bases de clients et leur dire, écoutez, on est capable, on a, pardonnez-moi l'anglicisme ici, un blueprint qui montre que très rapidement, on peut injecter notre technologie à l'ensemble de votre base de vos clients. Vous gardez votre brand, vous gardez votre nom, on s'occupe de toute la logistique, de toute la technologie derrière. Ça doit être une ligne d'affaires excessivement fonctionnelle, là. C'est ça. Alors, et c'est l'avantage d'une entreprise comme Dialogue qui est très entrepreneuriale, très agile. On peut faire des adaptations de technologie, on peut faire des changements très, très rapidement, ce qui n'est pas possible particulièrement dans les grosses entreprises parce qu'ils n'ont pas les systèmes technologiques comme Dialogue. Alors, pour nous, c'est beaucoup plus rapide. Et pendant l'acquisition, c'est une des choses que Sun Life a même réalisé que il faut pas
il faut continuer cet esprit de dialogue, cet avantage que dialogue a. Et c'est une des raisons qu'ils ont décidé de ne pas intégrer dialogue dans nos grosses machines de travail. Intéressant. Bon, 3 octobre 2023, l'acquisition se conclut. Il y a eu une belle prime qui a été donnée aux investisseurs publics de Sun Life. Donc, une transaction qui, au final, si je me trompe pas, qui a été rendue publique, qui représente environ 365 millions de dollars en valeur d'équité qui ont été rachetés. Une très belle prime, comme je l'ai mentionné, comparativement au prix que l'action était transigée à la bourse. L'acquisition se fait. À partir de là, comment changent vos opérations? Ou plutôt, est-ce que vos opérations changent? Est-ce qu'on vous donne des nouvelles manières de procéder, des nouvelles manières de fonctionner? Vous me parliez qu'on vous donne encore votre indépendance, vous travaillez à part, certes, mais tout de même, il doit y avoir certains changements qui s'installent. Comment ça se met en place, tout ça? Oui, ça a pris beaucoup de temps à préparer. Au moment que nous avons conclu la transaction, moi, j'étais convaincu avec notre équipe de management qui était impliquée dans la transaction. Nous, on était convaincus que Sun Life était le meilleur partenaire pour le futur du dialogue. Mais nous avons été impliqués dans la transaction pendant presque 12 mois. Mais pour le reste de notre équipe, c'était vraiment un choc quand on a annoncé. Mais pour nous, c'était très important de communiquer avec nos équipes pour les rassurer. Et le point le plus important à nos équipes, c'était que nous demeurons vraiment une compagnie indépendante et ceci était très important afin de continuer à bien collaborer avec tous nos partenaires et non juste Sun Life. Parce que oui, Sun Life est un client très important, mais aussi on a des autres clients qui sont importants, qui sont concurrents de Sun Life, comme le Canada Life. Alors pour nos employés, c'était important d'assurer qu'on va garder notre bureau chef à Montréal. Et peut-être la chose plus importante, c'était qu'on va maintenir notre mission, nos valeurs et notre culture. Et la Sun Life, présentement, ils ont pas très impliqué dans nos activités quotidiennes. Nous n'avons pas vraiment de changement interne suivant l'annonce, autre que la collaboration sur quelques projets qui les impactent. Maintenant, on est rendu, comme vous avez mentionné, c'est presque 6 mois après la transaction. Les deux parties respectent leur engagement. On poursuit l'exécution pour continuer à croître dialogue, à mettre en œuvre notre stratégie et cherchons toujours à innover. Par exemple, juste l'année dernière, nous avons commencé à vendre notre plateforme technologique sous forme de logiciel à d'autres prestataires de soins de santé hors Canada aux États-Unis. Alors, c'était un nouvel marché pour nous. Pour répondre à votre question directement, il n'y a pas vraiment beaucoup qui a changé dans la vie quotidienne de chez Dialogue. Maintenant, on est rendu 6 mois. Des membres de Sun Life sont impliqués au niveau du conseil d'administration, mais pas dans le day-to-day. J'aimerais décortiquer un petit peu cette nouvelle ligne d'affaires ici. Donc, essentiellement, si je comprends bien, corrigez-moi si je me trompe, on a extrait simplement la technologie de votre organisation, on a enlevé tous les professionnels de la santé et on est allé offrir cette technologie-là à d'autres joueurs américains qui veulent avoir un système logistique mieux construit pour intégrer un petit peu la même structure que Dialogue à leurs clients. Est-ce que c'est un peu ça que vous avez fait? Exactement. Alors, c'est notre plateforme qu'on a développée pendant 7-8 ans. Chez Dialogue, on a investi beaucoup de dollars. C'est un de notre avantage commercial. Alors, au Canada, on continue à offrir nos services qui est une combinaison de la technologie et des praticiens. Mais hors Canada, on a commencé cette nouvelle ligne d'affaires juste licencier notre plateforme technologie sur un modèle de SaaS, comme n'importe quel SaaS. Alors, on a signé une cliente l'année passée et c'est une autre axe de croissance pour nous pour le futur. Avec des marges brutes, j'imagine, beaucoup plus élevées également. Donc, ça peut créer vraiment un horizon totalement différent pour l'organisation dans le futur, là. Exactement, oui. Fantastique. Et bon, maintenant, le dernier point peut-être que j'aimerais discuter un petit peu avec toi, Navid, avant de passer à des questions plus personnelles. Vous avez vécu, comme on le dit, la croissance de 2021, la croissance à tout prix, les stimuli dans la société canadienne, il y a de l'argent dans le système, les choses vont vite, les choses vont bien. Maintenant, on le sait,
on se serre un petit peu plus la ceinture, les taux d'intérêt sont élevés, les investisseurs, les grandes organisations misent davantage sur la profitabilité au détriment d'une croissance à tout prix. On pourrait même dire que ce n'est plus tellement une dynamique de croissance à tout prix, mais de croissance davantage à bon prix. Comment on ajuste un petit peu notre modèle d'accélération, notre modèle de prise de marché dans une économie de la sorte? Bonne question. Pour Dialogue, pour nous, de passer d'une période de croissance à tout prix à la rentabilité, c'était pas en réponse de conditions de marché. Comme j'ai mentionné, même en 2021, quand la croissance était le source plus important, nous avons engagé à nos investisseurs qu'on va être rentable en 2023. Alors, c'était déjà une cible qu'on avait. Mais je dirais que c'est particulièrement difficile dans le secteur de la santé parce que le marché canadien n'associe pas la santé à la profitabilité. Alors, parce que pour nous, la santé est toujours fournie par le gouvernement. Alors, pour nous, c'était important de communiquer à nos équipes internes pourquoi c'était important. Par exemple, si nous ne devenons pas rentables, nous finirons par manquer de l'argent au moment donné. Alors, la rentabilité était importante pour notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Et la rentabilité aussi nous permet de réinvestir et de servir encore plus de membres au fil du temps. Alors, l'entreprise comprend cette idée et poursuit sa mission en servant de plus en plus de Canadiens. Alors, oui, c'était une période difficile, mais ça commence avec établir une mission de la compagnie. Alors, pour nous, c'était continuer à croître, continuer à offrir nos services à plus de monde au Canada et éventuellement off Canada. Mais on ne peut pas faire ça si on n'est pas rentable. Alors, c'est l'intersection des deux qui est important. Et pour nous, c'était un défi de continuer notre croissance, mais aussi faire la transition à une croissance plus rentable et non juste croissance à tout prix. Alors, c'était une combinaison des deux et c'est difficile à gérer, mais on est fiers de réussir sur ce point. Donc, ça a été planifié dès le départ. C'est intéressant. Tout ça est bon. Qu'est-ce qui vous attend dans les 12, 24, 36 prochains mois? Oh, wow. Écoute, je parlais de 2024. Pour nous, que chez Dialogue, notre thème pour cette année, c'est la qualité à cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'améliorer encore nos services actuels. Par exemple, certains de nos clients veulent offrir nos services de PAE et de santé mentale, mais pas virtuellement, de faire des consultations en personne. Alors, adapter notre technologie pour offrir ça. On a une grosse focus cette année sur l'amélioration de l'expérience de nos membres. Alors, on est en train d'étudier des moyens de l'améliorer, notre expérience encore pour nos membres actuels. Et troisièmement, une de nos priorités maintenant qu'on est profitable, c'est de accélérer nos investissements pour améliorer l'expérience de nos employés et nos praticiens. Alors, par exemple, comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour réduire certaines tâches manuelles ou même réévaluer nos avantages sociaux qu'on offre à nos employés. J'ai aussi mentionné les États-Unis, mais une autre chose qui est importante pour nous cette année, parce que nous sommes une entreprise fièrement basée au Québec, et au Québec, nous avons une marque reconnue ici, mais la croissance à l'extérieur du Québec, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et on cherche à avoir des options de continuer. Comment est-ce qu'on peut servir de plus en plus de Québécois et comment exporter plus notre service aux autres provinces canadiennes. Alors maintenant, on est focusé de comment accélérer notre croissance à travers Ontario et le marché et le reste du marché canadien. C'est une continuation des 7 dernières années. C'est à améliorer nos services existants, réinvestir dans notre plateforme technologique basée sur le feedback qu'on reçoit de nos clients et nos partenaires. Par exemple, on explore des moyens de mieux soutenir la santé des femmes dans le marché du travail ou en proposant de nouvelles méthodes d'évaluation de bien-être des employés ou même la promotion de la prévention. Ce sont juste quelques exemples d'innovations que nous cherchons à développer.
Alors, c'est vraiment une continuation de tout ce qu'on a fait dans les 7 dernières années. Mais la croissance reste notre objectif le plus important. La croissance, augmenter les revenus de l'organisation, être capable d'avoir plus d'impact sur un maximum de clients possible. Et bon, des petites questions personnelles. Est-ce que vous êtes un lecteur? Est-ce qu'il y a des lectures de finances du monde des affaires qui ont marqué votre imagination que vous pourriez partager avec notre audience? Honnêtement, je ne suis pas un grand lecteur. Je préfère les podcasts comme celui-ci. Oh, OK. Et quand je pars en vacances, j'aime des livres finance, mais j'aime lire des thrillers juridiques. Mais non, je préfère les podcasts en place des livres. Donc, quel podcast vous écoutez que vous pourriez partager avec notre audience? Alors, quelque chose que j'écoute présentement, c'était quelque chose qui était recommandé par notre PDG, Sherry. C'est le podcast Founders. J'adore écouter les histoires des fondateurs extraordinaires qui ont développé certaines des plus grandes marques du monde. Alors, pour moi, c'est fascinant d'écouter ces histoires-là. Alors, c'est quelque chose que j'écoute tous les jours. Intéressant. Et bon, à quoi ressemble la routine de Navid Monsury? Au travail ou en vacances? Au travail. On va regarder les travails. Alors, écoute, présentement, je partage mon temps entre notre bureau chef à Montréal et notre nouveau bureau à Toronto. Comme j'ai dit, d'avoir une présence exécutive à nos deux bureaux parce que la croissance hors Québec est aussi importante pour nous. Quand je suis à Toronto ou à Montréal, je rencontre des clients régulièrement, mes collègues de finance, parce qu'ils comprennent l'importance d'investir dans le bien-être des employés. Je partage beaucoup de temps avec mon équipe. Une grosse partie de mon équipe est basée à Montréal. Et juste une autre chose, par exemple, ce mois-ci, je fais le tour de toutes les fonctions chez Dialogue pour partager un peu l'histoire de finance et comment le modèle d'affaires est bâti pour Dialogue. Alors, c'est pour améliorer l'éducation financière de toutes nos équipes, pas juste l'équipe de finance. En termes de temps personnel, j'aime essayer de nouvelles cuisines. J'aime vraiment, vraiment voyager. Et je passe un maximum de temps avec ma famille et mes trois filles. Alors, j'adore travailler ces dialogues. C'est vraiment une rêve d'équipe. Puis c'est très fun tous les jours. Fantastique. Et bon, si on veut en apprendre un petit peu plus sur Dialogue, si peut-être vous avez des postes ouverts, meilleur endroit pour vous rejoindre? Écoutez, nous avons notre site web dialogue.co, mais je vous encourage de me contacter sur LinkedIn. Je suis tellement actif sur le LinkedIn, alors n'hésitez pas à me poser des questions. Je prends toutes les opportunités de partager l'histoire de Dialogue. Alors, notre site web ou moi personnellement sur LinkedIn, ce sont les meilleures façons de communiquer avec moi. Je mettrai des liens dans les notes de l'épisode. Navid Monsury, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un entretien donc fascinant, une belle histoire, celle de Dialogue. Félicitations pour tout ce que vous avez accompli. Pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.